Des idées et des actions, de l'innovation et des expériences qui marchent. Coup de projecteur sur l'Afrique qui bouge. Bienvenue à Initiative Africa. Voici le sommaire de votre magazine. Grande spécialiste des questions de développement, d'éducation, elle milite depuis des années pour une éducation performante qui redonnerait aussi sa place aux filles. Olé Dibavada, secrétaire exécutive de l'ADA, l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, est l'invitée d'Initiative Africa de cette semaine. Des maires et présidents de conseils régionaux à la recherche de bonnes idées et des partenariats pour le développement de leur localité. Ils étaient nombreux à Paris au 7e Forum de l'Action internationale des collectivités qui a mobilisé 1200 acteurs du monde entier. Et si les investisseurs attirés par la croissance africaine s'engageaient encore plus dans les projets sociaux? Les conseillers en investissement mobilisent leurs partenaires vers des contrats qui conjuguent bonnes affaires et profits pour les populations. Le développement des communes et des régions, un casse-tête pour les maires et les présidents de conseils régionaux d'Afrique. Comment faire face aux besoins multiples et pressants des concitoyens quand les collectivités manquent de techniciens et de ressources? Dans la plupart des pays, le jumelage coopération s'avère être une voie de salut à la recherche des meilleures expériences dans la gestion des cités, mais aussi des opportunités de partenariat. Ils étaient très nombreux au 7e Forum sur l'Action internationale des collectivités. Reportage Camille Monnier, Sophia Merba et David Tiombiano. Les relations entre villes du Sud et villes du Nord se sont développées au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avec l'objectif de rapprocher les peuples et de favoriser l'entente mutuelle et la solidarité. Ce phénomène a pris aujourd'hui de l'ampleur, au même titre que la coopération entre les États. En 2015, 4800 collectivités françaises et africaines étaient engagées sur cette dynamique. Au total, 13 000 projets sont mis en œuvre pour un budget de 57 millions d'euros. Quasiment toutes les semaines, je vois passer des invitations adressées par les communes du Nord, les communes françaises, à leurs homologues du Cameroun, qui viennent naturellement pour échanger, naturellement pour également bénéficier de l'expertise des communes avancées du Nord et de leur expérience dans divers domaines, dans divers secteurs de la vie sociale, socio-économique. Et je pense que de plus en plus, ils en tirent le meilleur parti possible. Et nous souhaitons effectivement que cette coopération décentralisée, ces jumelages entre les villes du Sud et du Nord puissent aller de l'avant. Claire Tawab est une élue française d'origine congolaise. Avec d'autres conseillers municipaux français de tous bords, elle travaille à développer des relations entre les deux pays. Mais les bienfaits de la coopération décentralisée ne profitent pas qu'aux seules communes du Sud. Le Congo apporte sa culture. Le Congo apporte son savoir-faire en matière des arts. Aujourd'hui, il y a des échanges qui se font dans ce sens-là. Et puis, il y a plusieurs initiatives en fait, qui appellent à la mixité, qui appellent à la tolérance, à la citoyenneté. Parce qu'il faut savoir que la diaspora congolaise est assez grande au jour d'aujourd'hui. Et pour que le vivre ensemble puisse se passer au mieux, on a besoin effectivement que les deux cultures puissent se mélanger pour que les gens arrivent à trouver leur place parce que finalement, on est des citoyens du monde. L'enjeu de la coopération décentralisée va au-delà des réalisations d'infrastructures et des échanges culturels. Les plus jeunes communes trouvent ici l'occasion de faire leur apprentissage sur les enjeux de la gouvernance locale, sur les problèmes d'assainissement, d'emploi des jeunes et des femmes, sur les bonnes pratiques en matière d'animation culturelle ou encore d'aménagement d'espaces verts. Le 7e Forum s'est révélé être une véritable foire aux idées, mais surtout une vitrine de bonnes pratiques en matière de gestion de ville. Pour peu que l'on évite de faire des copier-coller et que l'on prenne la peine d'intégrer le contexte économique, social et culturel de chacun. Nous prenons ce qui peut être adapté à notre contexte. Donc, dans tous les domaines, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé,
que même dans le transport, aujourd'hui, la mobilité dans nos grandes cités africaines est un défi. Donc nous venons voir, aujourd'hui Abidjan se lance dans le tramway. Le tramway, c'est une question primordiale pour le gouvernement. Donc c'est à ces forums-là que nous échangeons. Des villes comme Nice, qui ont une expérience, des villes comme Paris, qui ont une culture dans ces genres d'activités. Ce tableau un peu idyllique de ce qu'on appelle encore les jumelages nord-sud pourrait bien être mis à mal par l'insécurité, liée aux conflits qui déchirent le continent et les attaques terroristes qui se multiplient. Une situation qui rend difficile l'exécution de projets et la mise en œuvre de programmes d'échange culturel. De l'avis du ministre français en charge de la coopération, l'urgence est de redoubler d'efforts pour réduire la pauvreté qui sert de terreau fertile aux projets terroristes. Les TIC, ces nouvelles technologies dont on parle tant, peuvent-elles résoudre à elles seules les problèmes de l'éducation sur le continent? Et si les financements se multiplient, qui en sont les vrais gagnants? Ce sont quelques-unes des questions de François Baudry à Olediba Wada, secrétaire exécutif de l'ADEA, une organisation basée à Abidjan dans les bureaux de la BAD. Olediba Wada, hello. Olediba Wada, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation sur notre émission Initiative Africa, diffusée sur 50 chaînes de télévision en Afrique. J'ai une toute première question. Après la clôture de ce forum sur l'intégration des TIC dans l'enseignement en Afrique, quel bilan faites-vous après ces 2 jours de travail? Personnellement, je pense que le sentiment dominant au sortir de ces journées, après discussion avec les participants et les ministres, c'est qu'il y a de l'espoir. J'ai ressenti de l'engagement, un sentiment d'urgence et de l'enthousiasme. Ceci est perceptible au niveau des règles à mettre en place, au niveau des partenariats et aussi au niveau technique. Nous sommes tous mobilisés et nous croyons tous à l'importance des TIC, les techniques de l'information et de la communication, dans l'enseignement. Pour nous, membres de l'ADEA, on ne pouvait pas espérer un meilleur forum en réunissant tous ces acteurs de l'enseignement en Afrique. Donc je suis très satisfaite et enthousiaste. C'est le 2e forum de ce type que vous organisez. Quels sont les changements majeurs par rapport à la première édition? Lors du précédent forum, des recommandations avaient été faites pour que des actions concrètes soient menées. Il y avait des recommandations pour la mise en place d'un partenariat cohérent pour voir comment faire avancer l'éthique. Alors, quand on regarde le forum qu'on a eu aujourd'hui, on voit que les recommandations de la première édition qui s'est tenue à Tunis ont été concrétisées. Pendant ces 2 jours, il y a eu beaucoup de témoignages sur des projets et des réalisations. Il y a comme un foisonnement de projets très modernes. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Un travail colossal et fantastique est en train d'être mené. La preuve en est que tous les exposés qui ont été faits sont pour moi une indication que beaucoup de choses se mettent en place. En revanche, nous n'avons pas suffisamment exposé tout ce travail aux différents acteurs, de façon à ce que les gens puissent en entendre parler et faire ce constat. Je pense que notre rôle à l'ADEA est maintenant de compiler tous ces travaux et de partager les bonnes pratiques qui en découlent. Ainsi, nous devons essayer de tisser des liens entre les différents partenaires et éviter la concurrence entre eux, créer des rapprochements et ne pas travailler dans son coin. Je pense que nous, ADEA, nous devons concentrer nos efforts pour mettre en relation tous les acteurs importants afin de travailler pour un seul et même objectif, qui est de donner une place importante aux TIC dans l'éducation en Afrique. À vous écouter, les TIC vont sauver l'éducation en Afrique? Eh bien, je ne dirais pas qu'elles vont sauver le monde de l'éducation.
Mais c'est un premier pas dans la bonne direction. Disons que c'est un facteur contributif. Nous sommes au XXIe siècle, nous ne pouvons pas parler d'éducation et ignorer l'éthique. Nous vivons dans un monde numérique maintenant, et l'Afrique ne peut pas se permettre d'être à la traîne et subir la fracture numérique, et ainsi rater la révolution en cours. C'est ce que je ne cesse de dire à mon plus jeune fils qui a 11 ans, c'est un petit génie en informatique. Nous devons utiliser les ordinateurs à la maison et à l'école. Les enfants ont besoin de se familiariser avec ces nouvelles technologies parce que c'est comme ça qu'on communique. C'est de l'éducation à proprement parler. Et je pense que nous devons même aller au-delà. Pendant ces 2 jours, j'ai vu un grand nombre de sponsors, les plus grandes entreprises telles que Microsoft, Intel. Est-ce que c'est un bon signe ou une intrusion dans l'éducation en Afrique? Je pense que c'est un bon signe. Je pense qu'en tant qu'investisseurs et partenaires, ces entreprises perçoivent le potentiel du continent. Faire des affaires, mais aussi mettre en place des partenariats. Ainsi, de notre point de vue, tant que les marchés et les accords conclus respectent les règles en vigueur dans les pays, ainsi que les projets et les priorités dans ces pays, je pense que ces entreprises sont les bienvenues. Comme je l'ai déjà dit, nous vivons dans un village globalisé. C'est dans l'intérêt d'Intel et de Microsoft et de tous ses partenaires, ainsi que des pays et de nous, ADA, sans oublier les bénéficiaires, qui sont les professeurs et les élèves. Donc, tant que ces entreprises respectent l'intérêt de nos bénéficiaires, la question à régler, c'est comment on négocie les modalités. Cela dépend ensuite de chaque pays. Et les pays sont nombreux et variés. Mais je pense que c'est important que ce soit un partenariat et non une affaire commerciale en tant que telle. Si je regarde le profil des pays dans le domaine de l'éducation, en tenant compte de leurs étudiants, de leur population, il y a une énorme différence entre eux. Vous, en tant qu'ADA, comment pouvez-vous harmoniser les choses? Ce ne serait pas juste de dire que c'est facile. Ce n'est pas facile. L'Afrique, ce n'est pas un pays. Il y en a 54, très divers et variés en langue, culture, et même les programmes scolaires varient à l'intérieur même d'une région. C'est le cas par exemple en Afrique de l'Ouest. Donc je pense que nous devons avoir une approche globale, une volonté politique qui vise à ce que nous nous mettions d'accord sur l'importance d'éthique dans l'éducation. C'est la première étape. Avec tous les acteurs, nous nous sommes rendus compte de cette importance d'éthique. Je pense que l'étape suivante consistera à aider chaque pays, compte tenu de ses spécificités, à identifier ses besoins et à les intégrer convenablement dans son système éducatif. D'énormes sommes d'argent sont octroyées par les partenaires pour financer des projets dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Nous parlons de millions de dollars. Est-ce qu'il reste encore de l'argent pour financer tout simplement des tableaux noirs et construire des écoles dans les zones rurales? Actuellement, les choses sont en train d'évoluer. Il ne s'agit pas simplement de l'école. L'éducation comporte une approche globale qui inclut le tableau noir, les chaises, les enseignants, l'apprentissage, les parents d'élèves et l'ensemble de la communauté qui gravite autour de l'école. Ainsi, chacun de ces différents acteurs doit apporter sa contribution au système global. Ce serait difficile pour un seul partenaire ou bailleur de fonds ou donateur de venir et de vouloir agir sur tous les volets que comporte l'éducation. Il faut que chacun des acteurs apporte sa modeste contribution pour soutenir l'éthique dans l'enseignement dans un contexte particulier. L'ADEA se concentre sur le système d'enseignement formel. Que faites-vous pour les populations marginalisées, les jeunes qui n'ont pas accès à l'enseignement? L'ADEA ne s'occupe pas seulement de l'enseignement formel. En réalité, nous avons mis en place un groupe de travail sur l'éducation non formelle, qui est basé au Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé accueille également le réseau Inter-État pour une alphabétisation et un apprentissage de qualité. Ainsi, nous intégrons le secteur formel et informel. Nous nous préoccupons des écoles coraniques aussi. Et dans ce domaine, nous engageons le réseau Inter-État pour le développement des compétences techniques et l'apprentissage professionnel.
Par ailleurs, nous ciblons aussi les enfants non scolarisés, ainsi que le secteur formel. Je pense que la DEA globalement est présente dès le développement de l'enfance jusqu'à l'enseignement supérieur, en passant par l'enseignement professionnel. Parce qu'il n'est pas possible de travailler que sur un seul volet. Il faut inclure les différents pays ainsi que tous les acteurs et tous les secteurs qu'englobe l'enseignement. Ce qu'il voit lui, c'est une toute nouvelle entreprise. Elle, ce qu'elle voit, c'est une autre idée du commerce. Et ce qu'il voit lui, c'est toute l'Afrique. Notre métier, c'est de voir aussi loin qu'eux. Depuis 100 ans, nous mettons notre expertise internationale au service de 150 000 entreprises en Afrique. Société Générale, développons ensemble l'esprit d'équipe. Bienvenue pour la suite d'Initiative Africa. Mobiliser des investisseurs pour l'Afrique, de nombreuses organisations en ont fait leur mission à l'image de la Chambre internationale pour le conseil et la promotion de l'entreprise, une plateforme de consultants et de chefs d'entreprise. Mais le tout pour ces promoteurs de la destination Afrique, ce n'est pas de présenter un catalogue de niches d'opportunités. Un fort engagement social est exigé pour accorder croissance, développement et amélioration des conditions de vie des populations locales. Et ça donne de bons résultats. David Tiombiano et Camille Monnier. Sally Nadège Konéage est conseillère en investissement. Elle a participé au financement de nombreux projets tels que la création d'hôpitaux ou encore la construction d'hydrauliques villageoises. C'est aussi une militante du développement économique en Afrique qui organise souvent des rencontres, à l'image de ce 12e FOREA, le Forum pour les investissements en Afrique, organisé par la Chambre internationale pour le conseil et la promotion de l'entreprise, qui se tenait en juin dernier à Paris. Une nouvelle occasion de rappeler qu'un bon investissement ne se limite pas à l'économie. Tous ces morts dans les océans, c'est dû à l'absence du social en Afrique. Nous avons des hommes d'affaires, des investisseurs qui viennent en Afrique vraiment pour des affaires, pour nous aider à développer certains projets. Mais en fin de compte, il y a eu des affaires, mais la population reste toujours nécessiteuse. Et les investisseurs ne se bousculent plus beaucoup en Afrique. De 50 milliards de dollars au cours de ces 3 dernières années, les investissements directs étrangers, les IDE, sont tombés cette année à 38 milliards. Les causes, la chute des cours des matières premières, pétrole en tête, et la sécheresse en Afrique du Sud et dans l'Est du continent. Mais il y a aussi des efforts à faire chaque jour pour rassurer l'investisseur sur la sécurité de ses projets. Beaucoup ils se posent des questions, notamment quand il faut acheter des terres pour l'agriculture. Nous en étions sur un projet qu'on a développé de 15 000 hectares en Haute-Guinée, que malheureusement ça n'a pas réussi encore. Ils posent les questions, la stabilité, droit des foncières, parce que malheureusement dans beaucoup de pays, il n'y a pas de titre foncier. Et ça pose beaucoup de problèmes. Il faut assurer les investisseurs et prévoir dans les codes d'investissement étrangers à les garantir leur investissement et leur déplacement. Dans un contexte d'instabilité politique ou législatif, la connaissance du terrain est aussi un atout majeur pour un investisseur. Ainsi, au cours des 10 dernières années, la part des Africains dans les projets financés par les IDE a presque triplé, atteignant en 2013 près de 23% des investissements, avec à la clé la création de plus de 200 000 emplois. Pour beaucoup d'entrepreneurs, il est temps que les Africains, diaspora comprise, se mobilisent et rejoignent la troupe des investisseurs pour le bénéfice de tous. Aujourd'hui, mon idée, c'est que tous ces Africains intellectuels puissent se réunir en Afrique pour pouvoir développer, faire des inventions. L'Afrique a un marché de plus de 560 millions d'habitants. Donc, nous pouvons collaborer entre nous, Africains, pour montrer aux Occidentaux que nous pouvons émerger. Mais n'oublions pas, nous devons collaborer toujours avec eux parce qu'ils ont une expérience et ils ont une avance sur nous. Nous devons toujours prendre leurs conseils avisés pour pouvoir avancer. Pour la CICP et son pool d'avocats conseil, l'investisseur doit intégrer la responsabilité sociale de l'entreprise dans son projet. Pour l'institution, c'est non seulement la clé d'un partenariat gagnant-gagnant,
mais aussi la garantie d'un projet qui s'inscrira dans la durée en contribuant à résorber le chômage qui touche 38 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans. Nous sommes un pool à la disposition pour faire des contrats, mais la nécessité d'inclure dans ces contrats des clauses spécifiques qui permettent la contrainte sociale du respect comme une charte morale. J'indique effectivement qu'il serait très intéressant de réfléchir à une charte morale pour la Chambre de commerce internationale pour impliquer les investisseurs dans le social. La prise en compte des aspects environnementaux, sociaux, mais aussi de bonne gouvernance est requise dans la démarche RSE, responsabilité sociale d'entreprise. Dans le monde, près de 13 600 milliards de dollars sont mobilisés pour ces causes. Au 12e Forum économique sur l'Afrique, on ne s'est pas seulement contenté de présenter des catalogues de bonnes affaires aux entrepreneurs, mais aussi des projets sociaux pour soulager des populations en souffrance. Exemple, l'ONG Espoir pour les enfants, qui travaille à redonner le sourire à des centaines d'orphelins issus du Cameroun, de la Côte d'Ivoire ou encore du Tchad. Le projet du Père Nouma a retenu toute l'attention des hommes et femmes d'affaires. Nous souhaitons et nous voulons faire construire un orphelinat pour donner un encadrement meilleur que ceux d'hier. Parce que comme ils sont en location, les maisons sont petites, on voudrait leur faire une place spacieuse pour avoir un peu de la place, salle d'études et beaucoup de choses sur place. Donc notre but, c'est de construire un orphelinat, d'avoir aussi l'hôpital pour aider nos patients. Appel entendu par les participants du forum et des engagements sont pris pour soutenir l'ONG dans ses actions. D'autres initiatives sont en cours grâce à la médiation de la CICP et de ses membres. 3 hôpitaux au Burkina Faso, 2 centres de dialyse ou encore un centre de santé primaire au Niger. Comme quoi, contre toute attente, il semblerait bien que le temps des investisseurs purement financiers soit bien révolu. Madame Olediba Vada et ses partenaires préparent activement la prochaine triennale de l'éducation en Afrique qui se tiendra à Marrakech, au Maroc, du 14 au 16 mars 2017. C'est un grand rendez-vous visant à promouvoir les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques dans l'enseignement. En attendant, Madame Olé insiste sur le rôle des parents dans l'éducation des enfants, la qualité des enseignants en Afrique et l'enjeu de l'éducation non formelle. Et qu'en est-il du troisième groupe du système d'enseignement? On a les enseignants, les élèves et la famille. Les parents ont une énorme responsabilité à jouer. Quel peut être votre rôle à vous? Encore une fois, différents pays et écoles impliquent les parents. Les parents sont des éducateurs eux-mêmes. Ils font partie de la communauté éducative. Quand nous travaillons avec les pays, nous visons pas seulement à impliquer les enseignants et les écoles, mais nous nous assurons aussi que les parents font partie du processus dès le départ, parce que l'enfant passe aussi du temps à la maison. Et l'environnement familial est aussi important dans l'apprentissage de l'enfant. Donc, donner des cours d'alphabétisation aux parents, c'est aussi les aider à s'engager et à comprendre pour pouvoir aider leurs enfants à grandir. Ce faisant, nous couvrons les 2 aspects dans ce contexte. Concernant les grèves à répétition que subissent les étudiants et leurs familles, le manque de motivation des professeurs, que peut faire la DEA à ce propos? C'est un des plus grands défis auxquels nous devons faire face. À cet effet, nous venons juste de mettre sur pied le réseau inter-État sur la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage, qui siège au Rwanda. Nous constatons que beaucoup de nos partenaires sont très enthousiastes et motivés à s'engager avec nous, dans le but de faire de la motivation des enseignants une priorité importante. Ce n'est pas seulement une question d'argent. Non, il ne s'agit pas d'argent. Le problème ne s'oppose pas en termes financiers. Je pense pour les gens comme moi qui avons grandi avec des enseignants qui étaient comme des dieux pour nous. Ils m'ont tout appris. Donc aujourd'hui, si j'ai pu faire carrière et en arriver là, c'est grâce à eux, y compris le travail de mes parents, bien sûr.
Et je pense qu'au fil du temps, la profession d'enseignant a été déconsidérée. Et nous constatons qu'il est impossible d'obtenir un enseignement de qualité, de passer à l'étape supérieure dans l'enseignement en l'absence de reconnaissance à l'égard de ceux qui aident et accompagnent les parents à soutenir leurs enfants, que sont les professeurs, qui ne sont pas valorisés ni appréciés à leur juste valeur. Alors nous cherchons à mettre en place des initiatives dans différents pays qui permettent de motiver les professeurs, non pas sur un plan financier. Certains enseignants nous disent qu'en réalité, ce n'est pas une question d'argent. Il s'agit d'apprécier le travail qu'ils font, ainsi que le soutien qu'ils apportent aux familles et aux élèves. C'est une approche très novatrice. Oui, absolument, tout à fait nouvelle. L'année prochaine, vous aurez à organiser le plan triennal. En effet. Quels sont les défis de ce plan? Les défis de ce plan, pour nous, il s'agit d'un test. Cette fois, le plan triennal va être différent, car par le passé, c'est le secrétariat de l'ADA qui menait les travaux, en assurant la coordination du plan. Cette fois, nous avons associé les partenaires et les pays membres au processus d'élaboration. Les réunions de concertation en cours sont menées et sont coordonnées au niveau régional par les pays eux-mêmes. Le prochain plan ne se penchera pas sur la question du comment et du quoi, ni sur les problèmes. Il y a déjà eu des discussions à ce sujet pendant des années. Nous avons maintenant deux cadres de travail. Un cadre global qui porte sur les objectifs d'un développement durable et un autre qui est l'agenda Afrique 2063. Ce qui est important à nos yeux maintenant, c'est le volet éducation de ces cadres. Et comment le mettre en place? L'important pour nous, ce sont les mécanismes, les feuilles de route, les plans d'action à concrétiser. Comment atteindre l'échelle nécessaire? La question n'est plus « qu'est-ce que ?», mais « comment, quand et qui doit faire ?» Nous sommes attendus sur le terrain. Et là est le défi pour nous. C'est très ambitieux compte tenu de la diversité du continent. Mais notre espoir est que l'Afrique ne rate pas le départ de la course pour les objectifs du millénaire. Dans l'enseignement, nous avons atteint l'objectif de l'accès à l'éducation, mais pas celui de la qualité. Nous avons constaté qu'aller à l'école ne voulait pas toujours dire apprendre, ni avoir un apprentissage de qualité. Dans beaucoup d'autres secteurs, nous remarquons même parfois que le fait d'obtenir des diplômes ne permettait pas de s'insérer dans le marché du travail. Alors nous devons prendre en compte tous ces sujets. Nous devons nous interroger sur comment améliorer les choses, comment nous assurer que cette fois-ci l'Afrique sera capable de mettre en place l'agenda 2063, en accord avec les objectifs du développement durable. Parlons franchement, pensez-vous que le téléspectateur, père ou mère de famille ou les étudiants qui vous entendent parler d'agenda 2063 restent optimistes pour l'avenir de sa famille et de ses enfants? Vous comprenez tout ça, c'est très loin de leurs préoccupations alors qu'ils attendent des solutions pour demain et pas pour dans 50 ans. Je pense qu'il ne s'agit plus d'un problème de père ou de mère. Il est question de dialogue et d'engagement de la jeunesse. Les jeunes ne nous attendent plus pour prendre leur destin en main. Notre rôle, c'est de les guider et de les soutenir afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Donc nous avons défini le cadre et ils peuvent le modifier. L'environnement aussi pourrait changer. Mais je pense qu'en tant que parents, enseignants, éducateurs ou autorités, notre rôle maintenant, c'est de travailler et accompagner la jeunesse pour leur permettre de concrétiser leur propre vision. Aujourd'hui, 2063 est un programme très ambitieux et à long terme. Mais je pense que la jeunesse a vu l'avantage de ce programme. L'Afrique a besoin de prendre son destin en main. La jeunesse africaine se doit de se prendre en main pour son avenir. D'après ce que j'observe sur le terrain, je n'ai aucun doute que nous avons des jeunes très compétents, déterminés et qui aspirent à être des dirigeants qui mèneront le continent à la place qu'il mérite. C'est votre dernier mot. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un plaisir de discuter avec vous. Merci encore.
Voilà, c'est la fin d'Initiative Africa pour aujourd'hui. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.initiative-africa.com. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous retrouve pour une nouvelle édition de Business Africa, votre rendez-vous avec l'Afrique économique. Salut à tous.